montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer, c'est là où il faut jouer. Et il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et il merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. It is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. On vous remercie de nous suivre et de nous écouter. Et en tout cas, il fait chaud, vraiment très chaud. Et ça ne nous empêche pas d'être en Autriche pour ce 11e Grand Prix de cette saison 2025. Et bien, de quoi allons-nous discuter ? Eh bien, on va peut-être parler de McLaren, les inséparables Oscar et Lando. Et Lando qui, cette fois-ci, l'emporte sur son coéquipier Oscar après sa grosse déconvenue de Montréal. On a aussi peut-être Ferrari qui, cette fois-ci, c'est eux les meilleurs qui sont derrière. Et les Grands Prix se suivent et se ressemblent pas forcément du côté de la Scuderia. Bon, après, il faisait chaud. On dit toujours que quand il fait chaud, c'est bien pour Ferrari. En plus, on va parler aussi de Red Bull qui n'a plus vraiment d'aile, on peut le dire. Un pilote manque et puis ça y est, tout est dépeuplé. Il y a Tsunoda qui semble être un peu en difficulté, mais on n'est pas forcément surpris. En tout cas, il est complètement dans les fraises, on peut le dire. Un autre sujet peut-être, c'est Sauber. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des voitures vertes fluo qui roulent plutôt pas mal. Depuis quelques temps là, c'est un grand mystère à éclaircir. On a aussi Williams par exemple, chez qui ça rigole plus trop en ce moment. Ça a l'air d'être un peu compliqué avec des problèmes techniques. Et puis peut-être encore Alpine qui, voilà, ça y est, ça fait quelques temps qu'ils sont derniers, mais en fait, ça semble pas du tout circonstanciel, comme on pourrait le dire chez Barbecue F1. En tout cas, autour de moi, Jacques Lafritte. Pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, évidemment, eh bien, on retrouve Lance Niol. Comment vas-tu ? J'ai entendu dire que tu allais maintenant jouer les matchs de foot à 9h du matin, parce qu'il fait trop chaud. Oui, a priori, c'est ce que... bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, a priori, c'est ce qui est dans les tuyaux pour la Coupe du Monde 2026. Ils se sont rendus compte qu'aux États-Unis, à certains endroits, il pouvait faire chaud. Donc, spoiler alerte, oui. Et quand on va jouer aussi les matchs du côté du Mexique, notamment à Mexico, où en 86, les gens ont déjà pu voir qu'il faisait chaud. Bon, bah, ça n'a pas changé en cours de route. Donc, chaleur, jouer, on va dire, à une quarantaine de degrés au soleil, à 2000 mètres d'altitude. Bon, c'est sûr que ça va être la fête du slip. Donc, bon. Ok. On verra bien ce que vont nous inventer les Américains, vu que le soccer, comme ils disent, hein, ils s'en battent les reins, hein, sauf quand c'est du foot féminin. Donc, bon, on va dire que on peut s'attendre à tout. Ok. Et pourquoi on jouerait pas la Coupe du Monde en hiver ? J'ai entendu dire que ça s'était déjà fait dans certains pays, dont on taira le nom. Non, je sais pas. Non, il paraît que c'est juste les compétitions de deuxième catégorie, donc la Coupe d'Afrique des Nations, hein, que tu joues en décembre. Là, les gens ont découvert qu'une Coupe du Monde, ça pouvait se jouer. Alors après, tu la joues en plein milieu de la saison ou à la fin quand les mecs sont rôtis. J'ai envie de dire, choisis ton poison, quoi. Ok. Avec nous aussi, Takuma Sado. Comment vas-tu, Takuma, en ce temps un peu caniculaire ? Est-ce que t'as la pêche ? Déjà, bonjour, bonsoir, bien sûr. Est-ce que j'ai la pêche ? Oui. Oui, et vous m'entendrez déblatérer sur le pourquoi j'ai la pêche dans le barbecue basket qui arrive le lendemain de la sortie de cet épisode. C'est en effet. Et moi, je fais partie des rares fans de NBA qui, en ce moment, alors c'est zéro souci, tout va bien, c'est formidable.
Donc je suis très content. Ok. Et sinon, il fait beaucoup trop chaud, mais comme tout le monde, hein, j'en ai un petit peu plein le fondement pour rester un petit peu poli quand même. Non, là, faut le dire peut-être pour ceux qui nous écoutent. En fait, c'est comme une réunion Teams au boulot quand on est en télétravail, si on peut l'être. En fait, on a tous des belles chemises, voire des cravates, mais en fait, on est en caleçon quand même pour enregistrer. Bien sûr. Voilà, parce que les studios offerts par la production ne sont pas climatisés. C'est pour respecter les consignes du gouvernement. La clim, c'est mal. Ok. Bon, on va parler de ce Grand Prix d'Autriche. Grand Prix d'Autriche, le 11e Grand Prix de la saison. Qu'est-ce qu'on a pu voir? J'ai déjà annoncé. On a vu quand même les McLaren largement devant, avec un duel Norris-Piastri qui a pu nous tenir en haleine au moins sur la première partie du Grand Prix. Et on a Norris qui s'est imposé. Est-ce que, d'après toi, Takuma, Norris a marqué quand même, a repris du poil de la bête et est reparti d'un bon pied, ou est-ce que ce serait pas McLaren qui a un peu arrangé la sauce pour lui sur la course? Je lance tout de suite la merguez. Non, en vrai, Norris a été très 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 solide tout le week-end, donc il faut lui rendre hommage, parce qu'on l'a critiqué pour ses problèmes de mental notamment, et là il a été solide. Après, je sais pas si on peut tirer une conclusion vraiment sur est-ce que Norris a repris le lead ou est-ce qu'il va enchaîner. C'est sûr que la chance qu'il a, c'est que le prochain circuit, c'est Silverstone. Donc on va voir si, comme un certain Lewis H, il va avoir le bonus Grand Prix à domicile qui va s'activer. Ce qui pourrait lui faire du bien d'enchaîner 2 victoires de suite et surtout de gagner son Grand Prix chez lui. Après, là où ça m'a impressionné, c'est que Piastri a poussé. Il est pas resté derrière. Il a pas entendu les consignes et tout. On lui a dit bats-toi comme il faut, et c'est Piastri qui a fait une erreur, ce qui a été plutôt rare, mais au final il n'y a pas eu de conséquences, contrairement à quand Lando Norris décide d'attaquer, mais ça c'est autre chose. Donc non, il avait besoin de ça. Par contre, Norris, il avait besoin d'un week-end complet où il domine, il est en confiance, il fait tout bien, et il a tout bien fait. Maintenant, c'est à lui de construire là-dessus pour remettre la pression sur Piastri et réinverser ce rapport de force qui, pour le moment, était plus du côté de son coéquipier. Ok, je vais poser la même question à Lens, sachant qu'il faut rappeler quand même que sur les qualifs, je pense quand même que il y avait eu un sujet avec Piastri qui n'avait pas pu faire son tour. C'est pour ça qu'il s'est quand même aussi retrouvé loin de la pole position de Lando Norris suite à ce qu'a fait Piero Gasly. Il n'a pas pu faire son meilleur tour. Alors, ce qui aurait pu être son meilleur tour, mais après, avec des si, Lewis Hamilton aurait été champion du monde contre Verstappen pendant une certaine saison. Et puis, pendant la course, il y a quand même eu l'écurie qui a fait un peu, moi, il m'a semblé, quand ils ont fait arrêter Norris et qu'après ils l'ont fait continuer pendant 4 tours Piastri, c'était un petit peu on va regarder que tu pourras jamais le rattraper avec notre super stratégie. C'était un peu ça. Mais qu'est-ce que tu en penses, Lens? Est-ce que tu partages mon avis sur le sabotage de Monsieur Piastri? Ouais, tu peux même ajouter sur le fait que bizarrement, Norris fait un arrêt assez long, 3 secondes 1. Comme de par hasard, Piastri, il fait aussi un arrêt dans les mêmes environs. Alors, ça peut être le même problème technique. C'était le même problème technique. Je pense que c'était un petit peu ça, c'est apparemment, non, même pas forcément les pistolets, c'était les mecs, on a l'impression qu'ils sortaient un plat du four avec les pneus, tellement ils étaient chauds. Enfin, peut-être que tu avais les étriers de frein aussi qui rendaient les choses très chaudes. Tu vois que les mecs, ils avaient eu du mal à un peu attraper les pneus et à les sortir, donc je pense que c'est pour les mêmes raisons. Après, oui, clairement, on a entendu un petit peu avec les commentaires de course de Févreau et Villeneuve, ils ont quand même un petit peu émis l'idée que oui, le laissant en piste, s'ils doivent se dépasser, il faudrait pas que ça soit dans les stands. Dans ce cas-là, on arrête l'arrêt obligatoire au stand et limite en Formule 1, tu peux plus te dépasser. Et finalement, la pole t'assure, sauf bris mécanique, la place au bout comme à Monaco. Donc, si t'enlèves le fait que les mecs puissent se passer
dans les stands. Bon, après, comme tu l'as dit, Norris, pour le coup, a bien défendu, même quand il a fait des erreurs derrière. Piastri, on n'a pas forcément profité, parce que sur les 2 derniers virages, à un moment, t'as quand même sur le virage de, de, de Norris qui est quand même pas loin d'aller dans les graviers. Donc voilà, il aurait pu en profiter, mais voilà, Piastri a tenté plusieurs fois. Tu sens que il a tapé dans les gommes. D'ailleurs, les deux étaient drôlement à l'attaque, parce que quand on voit à l'arrivée ce qu'ils mettent à tous les autres, oui, dans ces conditions-là, on sait que ils ont une capacité à ne pas dégrader les pneus qui, sur cette piste, qui était, t'avais 30 degrés dans l'air, 50 degrés sur la piste, avec l'huile qui remontait, c'était une véritable patinoire. C'était les seuls, finalement, à ne pas forcément surdégrader les pneus. Et donc, ils ont fait la musique à tout le monde, en creusant très rapidement l'écart et en n'étant pas du tout embêtés. Tu vois, le nombre de voitures qui finissent à un tour. Alors certes, le tour est assez rapide, et t'es sur une 12 dans ces eaux-là, mais à l'arrivée, voilà, il y a vraiment pas photo. Il y a que 6 voitures qui finissent dans le même tour. Voilà, ils ont fait 2 arrêts. T'as même Tsunoda qui s'est pris un deuxième tour, mais bon, lui, on va dire, c'est grâce aussi à sa bêtise et la pénalité qu'il se prend. Donc bon, c'est encore autre chose. Okay. Je pense qu'on en parlera au moment de Red Bull, mais encore un pilote Red Bull sacrifié sur l'autel de la voiture de la voiture béquille. Okay. Donc ouais, bon, on va dire qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Celui qui était devant a su rester devant sans trop faire d'erreur. Celui qui était derrière n'a pas forcément pu le rattraper, parce qu'avec la même voiture, et finalement, comme tu l'as dit, une équipe qui a pas forcément essayé de chercher l'undercut. Donc pour l'aider dans l'undercut, et pour les laisser vraiment à armes égales sur la piste. Donc, ouais, ça c'était pas si mal, ça. Ils ont quand même laissé faire pas mal. Après, ils ont quand même dit, ils ont rappelé à Piastri que c'était bien de ce qu'il avait fait, mais qu'il fallait plus le refaire. Après, il a pas réussi. Il a pas réussi à le passer, en fait. C'était plus difficile. Au moins sur le début, quoique à la fin, où on a eu un petit peu peur pour Piastri. C'est Piastri ou c'est Norris? Pour Piastri avec Colapinto. C'est ça, où il le voit pas du tout, parce que lui, il est à chasser la voiture devant, et ça s'est joué à pas grand-chose. Il le coince sur le côté, il va faire un tour dans l'herbe. Franchement, on n'était pas loin de la catastrophe pour McLaren. Ouais, clairement. Alors, juste un point quand même sur le classement constructeur, parce que sur ça, est-ce qu'on peut acter que c'est bon, ça y est, c'est dans la in the pocket, dans la petite pochette orange, Takuma, parce que 417 points classement constructeur, Ferrari deuxième à 210, quasiment à égalité avec Mercedes 209. Est-ce que c'est bon, McLaren là, ils vont pouvoir, ils sont tranquilles. Ils avaient essayé quand même de lutter contre cette hégémonie avec les histoires de ailerons flexibles, ça n'a absolument rien changé sur cette domination finalement. Alors même si bon, ils gagnent pas 100% des grands prix, mais bon, ils sont quand même pas loin d'être bien dominants. Qu'en penses-tu, Takuma? Oui, le constructeur, c'est finito pipo là. Clairement, ça, le seul vrai intérêt jusqu'à la fin, c'est qui va finir deuxième et qui va gagner le championnat pilote. Parce que là, il y aura une vraie lutte entre Norris et Piastri. Je pense que Verstappen, c'est déjà trop tard. Et par rapport aux constructeurs, Ferrari, Mercedes, ça va se battre jusqu'au bout. Red Bull, vu qu'ils ont qu'une voiture, ça va être compliqué. Donc okay. ouais, c'est pour le championnat, McLaren a trop d'avance, ils sont trop forts. Voilà, c'est bravo à eux. Lance, même diagnostic, c'est comme ça? Alors attends, je crois que tu vas avoir un problème pour qu'on t'entende, parce que... Oui, j'avais coupé le son pour éviter que vous ayez le bruit de déglutition de la bouteille d'eau. Non, ouais, clairement, quand tu vois que là, ils ont clairement quasiment le double de points de Ferrari. Alors même si il reste 13 grands prix, donc on n'est pas encore à la moitié. Il faudrait quand même un nombre de grands prix où les deux McLaren ne marquent pas du tout de points, et que Ferrari fasse des doublés.
même s'il y a des améliorations qui ont l'air de fonctionner et qu'a priori, il y a encore des petits packages qui vont arriver pour Silverstone, bon, je suis pas forcément convaincu que ils arrivent à faire la différence et à reprendre autant de points. Donc, je suis complètement d'accord. Je suis en phase avec Takuma et toi. Et ouais, après, t'as Mercedes, ils ont un point de retard sur Ferrari. Et même finalement, Red Bull, comme on l'a dit, avec une seule voiture, ils sont déjà ouais, à plus de 50 points de Ferrari et de Mercedes. Donc même eux, donc Red Bull, ils vont être la quatrième force du plateau. Et encore, quand on parlera, c'est même déjà un exploit parce que est-ce qu'on n'est pas sur la plus mauvaise Red Bull depuis sur les 10 dernières années, quoi. Et que finalement, elle arrive à peu près à performer parce qu'il y a l'un des meilleurs pilotes de tous les temps à son volant. Ouais. Finalement, aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de Red Bull. On n'est pas en train de parler de Red Bull là, c'est ça le truc. Mais oui, on va en parler bien sûr. Est-ce qu'on parlerait pas, bon, tu veux, on enchaîne sur Red Bull puisque t'as défloré tout ce qu'on pouvait peut-être dire, c'est que effectivement Max Verstappen s'est fait ça rappelait quand même un peu ce qu'avait fait Bottas dans une certaine mesure, ce bowling. Alors lui, il avait shooté plus qu'une voiture évidemment, mais en tout cas, donc Max Verstappen s'est fait sortir par Kimi Antonelli, et puis derrière on a vu un Tsunoda qui, à un moment donné, moi je me suis demandé s'ils n'allaient pas retirer ils allaient pas arrêter la voiture. Mais ils l'ont fait continuer. C'était pas forcément très propre ce qu'ils faisaient, mais bon, ils mettaient encore de l'engagement. Mais il s'en sort pas, et il s'en sort pas mieux que ses prédécesseurs chez Red Bull. On en a parlé plusieurs fois. D'une certaine manière, on a l'impression que la McLaren, elle se conduit plutôt bien comme voiture, et la Red Bull, elle est difficilement conduisible. Et même pour un Max Verstappen, on a l'impression que c'est son talent qui fait ces performances là. Bon, j'ai l'impression qu'on en a parlé plusieurs fois de ce sujet, mais avant c'était Pérez, puis avant c'était encore un autre. Mais là, est-ce qu'ils vont... il me semble qu'il y a une limite dans le nombre de changements qu'ils peuvent faire sur les pilotes dans les écuries pendant une saison. Mais est-ce que déjà Tsunoda, il peut craindre pour son baquet? Qu'en penses-tu, Takuma? Bon, évidemment qu'il peut craindre pour son baquet, on est chez Red Bull, donc de toute façon, évidemment qu'il peut craindre, vu le management toujours très classe de la part de Red Bull. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que la Red Bull de Verstappen n'était pas bonne sur ce Grand Prix, enfin sur ce week-end. Alors que on pouvait s'attendre sur un circuit de vitesse, quand même une Red Bull qui est souvent bien placée. Là, il a pas pu faire un super tour puisqu'il abandonne son tour après le spin de Pierre Gasly en qualif, donc c'est sûr que ça le pénalise. Mais je sais pas, il semblait pas non plus à fond. Ouais, aucune des phases de la qualif, hein, il semblait pas là, et du coup c'est vrai que c'est vrai que la Red Bull semble vraiment pas au mieux. Après, je lisais quand même que Silverstone devrait être un circuit qui leur convient plus, donc on devrait normalement revoir Verstappen un peu plus fort. On verra bien. Mais c'est vrai que sur ce Grand Prix, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et après, si j'étais à la place d'Helmut Marko, je changerais pas de Tsunoda, j'irais jusqu'au bout, je lui dirais fais de ton mieux, et peut-être que je reconnaîtrais aussi que la deuxième Red Bull est une merguez totale. Mais bon, je ne suis pas Helmut Marko et j'ai mes deux yeux. Donc bon, bah voilà. Hein, T'es quand même vachement plus beau. T'es quand même vachement plus beau, on peut le dire, que Helmut Marko quand même. Ah, je t'ai tapé dans l'œil, c'est joli, c'est gentil. Est-ce que tu partages alors, imagine-t-on, on va se mettre dans les bottes de Helmut Marko, parce qu'il met des bottes en caoutchouc tout le temps. Qu'est-ce que tu ferais, Lance? Effectivement, Tsunoda, il reste, saison prochaine, il y a le changement technique, mais parce que là, il y a pas, enfin, c'est encore plus évident quand Max n'est pas là, de voir qu'il y a rien derrière, il y a rien qui fonctionne. Qualification, ça marche pas, sachant qu'il y a quand même
c'est quand même ouf de se faire battre. Il se fait battre par l'écurie sœur. Il se fait battre par il y a Gasly, il arrive à se hisser. Bon, alors après, on en reparlera, mais il arrive quand même à se mettre en Q3. Tsunoda, il est nulle part. Et Perez, ça faisait encore plus peur parce qu'il faisait une grosse dépression. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? T'es à la place d'Helmut. Qu'est-ce que tu fais? Tu conduis toi-même? Ça peut être une idée, hein. Tu mets Christophe Horner dedans, ça peut être rigolo. Non, mais en plus, je crois que sur ce week-end, Lambiadze était pas là. Donc il n'avait pas son ingénieur de course, le père Max. Donc Ouais. tu cumulais un petit peu. Mais en plus là, tu le vois que bon, il a acté que la saison était terminée. Je pense que même au 11e Grand Prix, je pense pas que Red Bull nous amène des packages pour changer cette citrouille qu'est la Red Bull en carrosse. Ça va être vraiment compliqué. Donc tu vois, même il se fait percuter, il se fait sortir. Le mec il sort de sa voiture, il enlève le casque, limite il sifflote. Il était à deux doigts de se sortir une clope et de s'en griller une. Il a attendu tranquillement que Kimi sorte et il l'a raccompagné. Il l'a un petit peu parlé, il l'a pas du tout engueulé, rien du tout. Donc en fait, le gars, tu sens qu'il est un peu blasé. Et dans ces attitudes-là, certains pourraient dire qu'il a déjà acté le fait qu'il se barrait de Red Bull à la fin de la saison, quoi. Ah ouais, surtout que pour aller dans ton sens, quand ils lui ont demandé un peu ce qu'il avait pensé de la course, il a dit oh je sais pas, j'ai pas regardé, je matais les 24 heures de Spa. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est le mec qui regarde même pas la course, il regarde une autre course. Mais je pense qu'il est complètement blasé. De la même façon, peut-être que là, il subit ce que lui a fait subir aux autres équipes. Peut-être pas la saison dernière parce qu'elle était un peu plus accrochée, mais les 2 saisons d'avant. Où enfin les mecs, ils regardaient peut-être des gens, ils regardaient même pas la course. Ils regardaient les 3 premiers tours, ils voyaient Max partir et prendre 5 secondes en 3 tours. Je pense que tu as des gens qui zappaient. Mais enfin, il y avait quasiment aucun intérêt à regarder la course. Donc là, lui, bah, il sait que ça va être entre Norris et Piastri. Il sait qu'il a une voiture qui est inconduisible. Et c'est vrai que quand on est à se poser la question que tu mets Max Verstappen dans la Racing Bull, parce que si Lawson, avec le mec qui a réussi à faire, il était P6, il était juste devant lui, bah tu mets Max Verstappen dans cette voiture-là, alors peut-être qu'il n'y a pas ses habitudes de conduite avec des voitures un peu sous-vireuses, il aime bien jouer avec le train arrière, ce genre de choses, et qui fait que c'est peut-être plus compliqué pour les autres de la conduire. Mais quand, vous l'avez dit, ce siège, ce baquet est maudit à côté de Max, c'est que peut-être que c'est la voiture finalement qui fait que elle est inconduisible pour le commun des mortels. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, elle a peut-être été entièrement designée pour Max, pour le fait qu'il soit champion du monde, et que finalement, est-ce que le titre de champion du monde constructeur, ça éveille de l'intérêt côté Red Bull, j'en sais rien. Parce que finalement, je le redis là, et je l'avais, parce que j'ai déjà dit sur des émissions d'avant, le champion du monde constructeur, à part si c'est Ferrari qui le gagne, tout le monde s'en bat les reins. Il y a l'argent quand même. C'est-à-dire que ouais, mais non, mais pour moi, je parle du public, les suiveurs de la Formule 1. Les gens, quand ils parlent de champion du monde, ils parlent du championnat du monde pilote, le championnat du monde constructeur, on s'en bat les reins. Et donc finalement, ok. Bah lui, Red Bull s'en fout. Et Red Bull préférait choper le championnat du monde pilote. Donc là, finalement, cette saison, hop, elle est arrangée aux oubliettes. Et pour répondre à la question initiale, non, Tsunoda ne bougera pas parce que la saison elle est terminée. Et je pense pas qu'il préfère peut-être plus que Hadjar s'éclate dans la Racing Bull que d'aller le griller lui aussi dans une voiture noire avec un taureau rouge inconduisible, quoi. Ok. Bon, après, on est tous d'accord, et moi j'ai l'impression que si on tourne autour du pot, ce qui est surprenant, c'est un peu le truc sur la folie là. La folie, c'est de refaire quelque chose, de refaire tout le temps la même chose et penser que le résultat sera différent. Il y a un peu ce côté-là quand même sur ces deuxièmes pilotes Red Bull. Alors je simplifie peut-être à outrance, mais c'est un schéma qui se reproduit saison après saison. Eh bien, on va enchaîner sur Ferrari. Ferrari, alors à Montréal, c'était pas ouf, mais c'était pas non plus la cata. Là, c'était un petit peu mieux. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a pu avoir. On a Leclerc et Hamilton qui font 3 et 4.
On avait Vasseur qui était un peu sur la sellette, en tout cas c'était agité en coulisses concernant Ferrari et son team principal, qui n'était pas là ce week-end, ce qui a peut-être d'une certaine façon un peu, je sais pas, alimenté les rumeurs. Et Ferrari est quand même deuxième Quand on classement. sait pourquoi il était pas là, Moi je l'ignore, mais en tout cas, c'était parce que sa maman est malheureusement décédée. non, donc voilà, c'est ce que les rumeurs, etc. Mais au final, que penser de ce week-end de Ferrari? Et puis bon, voilà, on donne tout notre soutien à Frédéric Vasseur. Et que penser de ce week-end de Ferrari, sachant que c'est 3 et 4 et que à chaque fois on rappelle que l'ambition de Ferrari c'était de jouer la victoire. Et effectivement, là, comme tout le monde était loin des McLaren, Ferrari était loin aussi. Takuma? J'ai envie de dire, qu'est-ce que les tifosi veulent de plus? Je veux dire, ils font 3 et 4 derrière une McLaren qui est intouchable. Tu fais meilleur t'es le meilleur des autres et tu fais une course propre. Je veux dire, tu peux tenter des choses, etc. Là, t'as pas le rythme, mais t'as pas le rythme en mode t'es 14e, t'as pas le rythme juste parce que t'es n'importe quelle écurie quand Mercedes dominait ou quand Red Bull dominait. C'est juste, ils sont au-dessus. Là, après, ils ont apporté des améliorations qui semblent marcher. Donc déjà, ça veut dire qu'ils avancent vers sur le bon chemin. S'ils continuent à faire des podiums jusqu'à la fin de la saison, après, on peut pas non plus en vouloir à McLaren d'avoir pris de l'avance et de continuer, et de le conserver. Mais si au moins Ferrari continue sur cet axe de progression et eux voient que ça avance sur le bon plan, tu peux être que confiant pour l'an prochain en te disant ok, ça veut dire qu'on est sur une phase qui fait un effet boule de neige plutôt bon sur le moral des troupes, etc. Certes, on finit derrière McLaren, mais on prend la deuxième place constructeur, on a des pilotes qui sont vraiment à l'aise, etc. Je vois mal pourquoi tu virerais Vasseur, surtout que, on le rappelle, la saison prochaine, nouvelle réglementation qui semble être une épine dans les fesses de n'importe quelle écurie, sauf, paraît-il, Mercedes. Mais il semblerait que ce soit assez compliqué pour tout le monde. Donc bon. Ça va être bon ça va être bon pour Alpine, ça, alors. Oui, bien sûr. Là, après, est-ce que où est l'intox, où sont les infos, qui bluffe, qui machin sur les infos qui sortent, bien évidemment. Mais en tout cas, Ferrari, ils ont fait un très bon week-end. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ils font un très bon week-end. Ils font 3 et 4. C'est là où ils doivent être. Ils l'ont été. Ils ont été solides. Et voilà. Même en qualif, c'était déjà le cas en qualif, puisqu'ils ont fait P2, P4 sur les qualifications. Donc c'était quand même. Après, Charles, il a pas résisté très longtemps à la McLaren de Piastri. C'est vrai que c'était consistant. Ok. Lance, qu'est-ce que ça t'évoque, Ferrari? Est-ce qu'ils vont gagner une course d'ici la fin de la saison, ou est-ce que tu mets une petite pièce, tu mets un Bitcoin sur une victoire de Ferrari d'ici la fin de la saison? Ouais, c'est possible. C'est clairement possible, mais après, il faudrait que des circonstances de course. Peut-être t'es pas à l'abri non plus avec les deux Lascar devant. Que plus tu vas te rapprocher de la fin, si c'est un coup à toi, à moi, de les victoires, que ça reste proche. Les McLaren vont s'accrocher. Quelle course? J'en sais rien. Mais le mec qui sera troisième à ce moment-là, il raflera le jackpot. Et il y a aujourd'hui, si je dois mettre une piécette, sauf un George Russell, qui va traîner, comme d'habitude, récupérera une victoire, parce que les mecs de devant, ils se sont mis au tas. On connaît le George, il en récupère au moins une ou deux par saison comme ça, ou si ce n'est au moins un minimum des places sur le podium. Mais oui, je pense que un Lewis ou un Monza qui va arriver. Un Lewis ou un Leclerc qui sont P3 à ce moment-là, les McLaren qui se rendent dedans sur la fin de, pourquoi pas une Prost Senna comme à l'époque, ou au dernier Grand Prix, ici y en a un où si les deux pilotes sont éliminés, l'un est champion du monde et pas l'autre. Non, on n'a jamais vu ça en Formule 1, bien sûr. Non, voilà, on sait jamais, mais je pense que oui, ils ont carrément la possibilité. Tu vois que Lewis Hamilton fait sa meilleure qualif sur la saison. Il fait P4 sur la grille.
Là, il fait P3, P4 à l'arrivée. Donc finalement, il ne perd pas de position. Il y a juste finalement Piastri qui prend un meilleur départ sur Leclerc et qui réussit à prendre le petit trou de souris sur l'extérieur du virage. Il reprend la P2 et là c'est dommage pour Leclerc parce qu'il le reverra plus. Donc c'est un peu dommage pour eux, mais derrière ça a découlé et ils ont réussi à faire ce qu'il fallait. Ils ont fait des bons arrêts comme d'habitude parce que c'est pour le coup on l'a rappelé souvent dans les émissions, mais il y a quand même une constante au moins depuis l'arrivée de Vasseur, c'est que on a quand même l'impression que ça fait plus n'importe quoi dans le paddock, quoi. Donc c'est déjà une grosse avancée. J'ai pas encore vu de même avec Fred Vasseur avec un nez rouge et une perruque de clown comme on faisait à Binotto. Hein. Je pense que on en est vraiment très très loin. Mais bon après c'est les médias italiens et les tifosi. Oui. Après, il faut quand même aussi. J'ai parlé de Monza, mais Monza, ça a été gagné par Charles Leclerc l'année dernière, tout comme Monaco. Ils ont gagné des courses sur la saison dernière. Cette année, c'est moins. Ils ont l'air plus loin de ça. Après, la saison n'est pas finie. C'était le 11e Grand Prix. Prochain Grand Prix, ça sera la mi-saison. Donc il en reste quand même beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser la chance. T'as les McLaren qui sont quand même loin devant. T'as aussi eu des Mercedes qui ont pu jouer leur jeu, mais parce que c'était des conditions qui leur allaient bien. Là, on a vu qu'on était sur des conditions extrêmement chaudes, sur une vieille asphalte qui bouffe les pneus. Les Mercedes, elles sont tranquillement retournées à leur position qui est de 3e écurie du championnat. Donc, est-ce que ça dépend quel temps il fera à Silverstone, mais si on est toujours sur des temps caniculaires, là pour le coup, ça sera compliqué. Mais si il fait moche ce week-end du côté de Silverstone, on a Takuma qui a des infos qui a quand même t'as quand même ta grande tante qui travaille à Météo France à Toulouse, hein, donc justement c'est vrai que t'avais dit que tu voulais pas qu'on en parle dans les émissions. Non, mais quand on regarde les premières prévisions, le week-end s'annonce humide à Silverstone et avec des températures plus fraîches que ce qu'on a eu en Australie, j'allais dire. Oh là, bien récupéré. En Autriche, pardon. Donc en Austria. En Austria, voilà. Parce que c'est en English, ok. Mais du coup, alors le meilleur scénario, ce serait évidemment la pluie qui tombe en plein milieu de la course pour tout chambouler. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des gouttes de pluie qui tombent, on sait très bien que ça peut favoriser certains pilotes, dont un certain Lewis H qui porte du rouge, qui trouve toujours le moyen de remporter Silverstone, même quand sa voiture est une poubelle. Je sais pas comment il fait. Et donc voilà, peut-être que les dieux de la Formule 1 se sont dit que la pluie. Ça serait un truc ouf, mais on sait pas. Parce que la carte de jouer à domicile n'a pas trop marché pour Red Bull ce week-end-là, en tout cas en Autriche. Mais on verra pour Hamilton, effectivement, puisqu'il a quand même déjà gagné l'année dernière 2 années d'affilée avec la voiture qui est pas la meilleure du plateau. Ça serait rigolo. Il y avait quand même des choses à dire sur d'autres écuries que les écuries de tête. On va peut-être passer un peu de temps pour parler de Sauber, par exemple. Comme je l'ai dit en introduction, qu'est-ce qui se passe? On a des Sauber qui sont dans les points depuis quelques Grands Prix. Ça bouge un petit peu. Est-ce que Takuma, toi qui es toujours bien informé, est-ce que tu as des explications? Qu'est-ce qui se passe? On voit la tête de Binotto sans nez de clown. Ouais, non, mais ils ont apporté des améliorations à Barcelone et ça a bien travaillé puisque ces améliorations fonctionnent. Et il faut saluer Gabriel Bortoleto qui enchaîne de belles courses, qui s'est habitué à cette kick Sauber et qui est en train de montrer qu'il a totalement sa place en Formule 1 et il n'a pas à rougir de ce qu'il fait à côté d'un Nico Hülkenberg expérimenté qui est là aussi pour, je pense, l'aider à s'adapter à tout ça. Donc, j'ai envie de dire pour le moment bravo. Alors, est-ce que ça va durer jusqu'à la fin de la saison?
Ou est-ce que les autres écuries qui vont, je pense, aussi essayer de ramener des améliorations à minima vont leur repasser devant, ça on verra. Mais il faut saluer quand même l'effort de Sauber de plus être ridicule et d'aller marquer des points, et ils enchaînent les points en ce moment, donc bravo à eux. Lance, tu veux réagir quand même? Sauber, c'est un peu... Enfin voilà, et ça, je pense qu'Alpine aimerait bien être aussi performant parce que là, on a les 2 voitures dans les points sur ce Grand Prix d'Autriche, et sur le Grand Prix précédent, on avait Hülkenberg qui avait fini 8e. Bortoletto, c'était 14, mais on voit qu'ils sont même en qualif, ça roule. Quand tu vois un Hülkenberg qui part P20 et qui finit dans les points, déjà rien que ça, c'est pas mal. Alors après, bien sûr, tu as les 2 Williams qui ont eu des problèmes mécaniques, donc qui n'ont pas pu finir. On a eu combien? On a eu 3 ou 4 abandons aux 3 sûrs. Je sais pas si on n'a pas un 4e. Mais voilà, t'avais donc finalement ils ont aussi profité peut-être de ça. Mais il y a pas que ça. C'est-à-dire que tu vois en course, c'est raisonnable. C'est vrai que dans les stands, ça se passe bien. Au niveau stratégie, c'est pas mal. La voiture, tu vois que elle avance, elle arrive à être compétitive vis-à-vis des autres. Mais dans le même package des voitures qu'on pensait fond de grille et où tu doutes chaque année sur le fait qu'elles peuvent essayer de faire quelque chose, mais dans le même sac les As, avec un Esteban Ocon qui vient choper un petit point de la P10, mais t'as Berman qui est juste derrière lui en P11, donc ça fait un petit groupement de voitures qui fait que ça peut quand même aller attraper des points. Donc tu parlais d'Alpine. Est-ce que par pudeur on va encore parler de cette écurie moisie du cul? Non. Non, hein, donc on est d'accord. C'est-à-dire que on voyait des évolutions. En fait, c'est bien que dans la vie, dans l'univers, il y ait des singularités qui ne bougent pas, ce qu'on appelle des invariants. Dans tous les univers, il y a des invariants. Et ben Alpine, c'est un invariant. C'est nul tout le temps. T'as parfois des petites éclaircies. Tu dis peut-être que un Piero Gasly qui fait une Q3. Et en fait, bah non. Non. donc voilà. Merci Alpine d'être au moins un invariant et d'être un point de repère. Ils n'ont pas toujours été derniers. Ils n'ont pas toujours été derniers. Là, c'est une année. On a l'impression que c'est la descente aux enfers continue. On avait abordé sur l'émission précédente le fait qu'il y avait des méos qui partaient, que c'était un soutien de la F1. Mais même la saison dernière, la saison dernière, on l'avait vu. Les mecs, ils font des gros points en fin de saison sur le dernier Grand Prix. On a Esteban et un Piero qui marquent des gros points sur une course, mais dans les faits, dans le ressenti et sur le reste de toutes les courses de la saison, ça vaut P9, P10, et donc aux constructeurs. Ouais, donc, là, finalement, cette saison, ils sont vraiment à leur place. C'est ce que je disais. Quand même, là, ils souffrent de la différence. Oui. Parce que là, au niveau constructeur, ils sont à 15 points. Ils sont à 11 points. Et vu que... 11 points, je crois que non, mais ils sont à 15 points de Sauber. Plus que les points qu'ils ont. Après, il suffit d'un Grand Prix où ils font P2, P3, c'est bon. Hein. Ça remet de l'essence dans le réservoir. Ouais, mais c'est pour ça, c'est que c'est là où finalement, faut faire attention au nombre de points et voir finalement ce qui s'est passé sur la position moyenne. Moi, j'aime bien la position moyenne. C'est une stat qui est souvent utilisée par certains comptes Formule 1. C'est la position moyenne du pilote, ou de la voiture, sur la saison. Donc finalement, et ça gomme l'excès. Par exemple, oui, si tu finis une fois P4, mais si tout le reste de la saison t'es P18, eh ben on montrera que t'es P18 quoi. Ou tu seras peut-être P16 parce que t'auras ton Dirac qui t'aura récupéré. Mais sinon. Ok. Moi juste sur Alpine, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu genre l'éléphant dans la pièce, the elephant in the room. Est-ce qu'on n'a pas été trop gentil avec le moteur Alpine sous prétexte que c'était une production de Viry-Châtillon, sachant que c'est quand même quelque chose qui leur coûte de ouf sur les performances. Et au bout d'un moment,
la performance, c'est quand même ça qui fait la position. Takuma, est-ce que on pourrait pas imaginer que l'année prochaine, alors après c'est vrai qu'au final il n'y a plus rien de français, donc ça va être étrange, mais est-ce que on peut pas imaginer que l'année prochaine ça sera mieux pour Pierre Gasly par exemple? J'en sais rien. Je t'avoue que cette écurie, j'en ai un peu plus rien à faire. On sait pas ce qu'ils veulent faire, on sait pas où ils vont, on sait pas qui sera le pilote. Briatore, il discute avec n'importe qui pour remplacer Colapinto. J'en ai marre de cette écurie. Vraiment, j'en ai marre. Valtteri Bottas pour remplacer. Ouais, non mais. Non mais voilà, Sérieusement. il devrait même rappeler Schumacher qui est dans une chaise roulante. Waouh, ça va trop loin. Et alimenté par une perf. Non mais à un moment, il utilise, c'est la foire à la saucisse de l'idée à la noix de l'année. Ouais, à un pas moment, faite celle-là encore, elle est corsée. franchement, à la limite, il devrait ouvrir un concours. Envoyez-nous vos idées les plus nulles. On va essayer de choisir la plus belle et l'appliquer. À la limite, il pourrait y avoir un jeu concours chez Alpine s'ils sont en manque d'idées. Nous, nous, on est fournisseurs officiels de merguez. Donc, on a plein de merguez en stock. On peut les envoyer. D'ailleurs, c'était les premiers concours Radio Merguez, Jacques. Envoyer livraison internationale de magasins. Donc on reviendrait aux sources. Non, mais après voilà, c'est pas mal pour Kik de remonter, mais c'est vrai que là avec 15 points, tu l'as dit, avec des gros points, tu peux recoller. Sauf qu'aujourd'hui, cette voiture-là, sauf cataclysme, sauf ouragan qui emporte 12 voitures et qui en laisse que 8 sur la route, tu vois pas comment ça peut marquer des gros points pour se rattacher. Je pense que si tu regardes chez les bookmakers et la place à laquelle Alpine va finir la saison, le fait qu'ils finissent P10 constructeur, je pense que la cote doit pas être très très haute. Hein. Ouais. Je pense qu'on doit être en dessous les deux. Hein. Donc voilà. T'as l'impression que les autres ça avance et que tu peux voir un petit peu la lumière. Je te dis, côté Alpine, c'est la régularité. C'est la régularité du néant. C'est surtout la régularité dans l'irrégularité. On a dit qu'en fait, et puis on le répète étape après étape, en fait, il y a une instabilité chronique chez eux. Et à un moment donné, ça fait longtemps qu'on sait que c'est l'un des mots qui fait que ça ne fonctionne pas. Ce turnover incessant, et puis on verra ce que ça dit, mais c'est vrai que voilà, ça fait aussi longtemps qu'on le dit, mais moi je serais pas surpris que la vente soit annoncée dans les mois ou les semestres à venir. Je vais pas reposer la question à Takuma parce que ça a l'air de le crisper quand même. Non, mais en tout cas, la saison prochaine, si avec un moteur Mercedes, si t'as la Mercedes qui a un missile atomique et que l'Alpine joue toujours la 15e ou 16e place, c'est que ça venait peut-être pas forcément du moteur. Ça sera le révélateur, oui. Ça sera le révélateur. On verra si le châssis, tout ça, ce qu'ils font à Enstone, ça fonctionne ou pas. Ça sera quand même un peu intéressant. Après, on verra aussi quel pilote il y a, parce que on a l'impression qu'il veut tout changer. Enfin voilà, il faut que tout change pour que rien ne change. Parce que Pierrot, il lui reste combien d'années de contrat? Il a encore l'année prochaine. Les contrats, ça n'existe plus. Là, on peut faire ce qu'on veut avec les contrats. Il me semble que je sais pas dit qu'il a encore l'année prochaine. Je sais pas. Faudrait vérifier. Mais moi, il me semblait que même qu'il n'était pas si sûr que ça de la confiance de Briatore, évidemment, sur la saison prochaine. Puis de toute façon. Même lui, s'il peut changer, je pense qu'il n'y a plus forcément un attachement particulier. Il avait indiqué qu'avec Demeo, il était assez proche. En tout cas, qu'il aimait bien. Avec Briatore, c'est pas la même limonade. Ça fait penser il y a un extrait dans Netflix, parce que j'ai regardé la dernière saison de Netflix quand même, et il y avait Briatore à un moment donné qui fait, je crois que Gasly avait marqué des points. Je sais pas si c'est quand il finit P3 avec Ocon, et il lui dit, en fait, t'es pas si nul que ça. Je croyais que t'étais nul, mais finalement, t'es pas complètement une burne. Donc, même si c'était pour la blague, peut-être,
enfin, connaissant un peu le Briator, je pense qu'il c'était pas. Rien n'est jamais gratuit avec lui, à mon avis. Ouais. Comme Helmut Marko ou ce genre de mec, quand il te met un missile dans la tronche, généralement, c'est jamais gratos, quoi. Yes. Bon, ben on va peut-être passer à. T'avais dit, il y a tout le monde s'améliore. Peut-être pas du côté de Williams. Sur les derniers Grands Prix, c'est très compliqué. Ils ont des problèmes techniques. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous on en avait dit que du bien. On avait dit c'est bon, ils sont au niveau de Ferrari. Une fois, j'avais un peu craqué à raconter ça. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant, Takuma, de cette écurie Williams, du bon travail qu'ils ont fait, et qui là est un petit peu remis en cause. On ne sait pas trop. En tout cas, gros souci technique côté Sainz. Je sais pas, j'ai pas éclairci le truc, savoir si Albon avait abandonné peut-être pour des raisons similaires ou s'il y a autre chose. Mais double abandon en tout cas sur ce Grand Prix. Le Grand Prix précédent, il y avait eu un abandon déjà. C'est un peu, ils sont en train de manger leur pain dur là. Ouais, non, c'est compliqué pour Williams. Après, on sait que leur ambition, c'est la prochaine réglementation et qu'entre guillemets, cette saison sert aussi de crash test un peu à tout le monde pour vraiment expérimenter, trouver les limites, etc. Peut-être qu'ils trouvent les limites de la mécanique. Et parfois, c'est bien de savoir jusqu'à où tu peux aller tester des choses pour te dire, bon, on peut pas trop non plus faire de folie. Bon, Carlos Sainz, on lui a demandé d'être en feu pour la course, il l'a peut-être un peu trop pris au pied de la lettre. Voilà, il était en feu, Albon, de ce que je dis, ça semble être un problème moteur. Okay. Bon, est-ce que c'est un problème moteur diplomatique? Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Après, bon, tu passes à travers sur cette course, tu passes totalement au travers. Bon, c'est sûr que ça la fout mal. Faudra voir à Silverstone. Moi, j'attendais beaucoup de Williams sur ce circuit d'Autriche. On sait que c'est un circuit, normalement, les Williams sont plutôt bonnes parce que c'est toujours des voitures qui sont très rapides. Et donc là, j'avoue que j'étais assez déçu pour Sainz et pour Albon, puisqu'en plus qui partait où c'est Sainz il partait 19e. Oui, bon, il s'était planté, enfin il s'était loupé en qualif. Albon il partait 12. C'était mais pas, bon, on se dit qu'avec le rythme de ouf. Sur le rythme de course, ils auraient pu peut-être remonter quelques places. Bon, là, ils ont pas eu l'occasion. 10 tours et les deux étaient dehors. Merci, au revoir. Merci d'être passé. Donc ouais, non, c'est sûr que c'est voilà, il faut faire le dos rond pour Williams. Ils ont la chance d'avoir quand même pas mal de points d'avance sur Racing Bulls par rapport à la 5e place. Donc, entre guillemets, ils peuvent tanker quelques résultats un petit peu en dessous. Faut pas trop non plus tarder, hein. Mais voilà. Là, peut-être qu'ils font le dos rond en attendant certaines pièces. Je pense qu'ils vont en amener soit à Spa, soit en Hongrie pour se relancer. Et donc je m'inquiète pas non plus outre mesure. Ok, Lance, tu partages ce diagnostic. Après, c'est vrai qu'on aime bien quand même qu'il y ait un petit nouveau. Alors, petit nouveau, dire Williams petit nouveau, ce serait se moquer du monde. Mais qui est une écurie qui revienne sur le devant de la scène, qui s'immisce dans ces duels, cette lutte qu'il y a en haut de la pyramide avec McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Là, c'est bon, on se disait, Williams se mêle un petit peu à cette petite guerre. Et là, ça semble être un peu plus compliqué. Lance. Ouais, exactement. C'est même eu un 3e abandon consécutif pour Sainz. Pour lui, il a vraiment si tu prends le karma, t'as vraiment du mal, parce que c'est vrai qu'on disait que c'était même en termes de duo de pilotes, parmi les écuries, avec Albon Sainz, t'es quand même assez tranquille. Non, c'est Albon qui fait 3 de suite, c'est pas Sainz. C'est Albon? C'est Albon qui fait 3 abandons de suite. Parce que moi j'avais Sainz, moi. Je viens de regarder et c'est Albon qui abandonne en Espagne, à Monaco et en Autriche. Ouais. Mais pas pour moi, il y avait aussi ça. Il faut qu'il se désalbonne à ce genre de prestations. Exactement. Voilà, papa. Mais on aime ça,
Non, mais tu vois, donc t'as quand même des gros soucis à ce niveau-là, même au niveau pas forcément de la performance, parce que finalement, quand les voitures vont au bout, il y a souvent des points. Quand justement tu es du midfield comme ça, t'es souvent abonné aux petits points et ils en aient déjà 55 au bout de 11 courses. Je vais pas vous le faire, mais ça fait 5 points de moyenne après un rapide calcul savant. C'est quand même pas mal pour les écuries. Donc, à voir s'il y a peut-être des packages, des améliorations qu'ils ont du mal à intégrer. Et le gros souci, oui, c'est que c'est vraiment mécanique. C'est pas forcément Oui, un accident. un aileron avant ou là, c'est vrai que tu as quand même l'étrier de frein. Enfin, c'est au niveau des pneus, ça prend feu, quoi. Moi, ce qui m'a fait La marrer, voiture, c'est qu'ils lui disent c'est bon, c'est game over, mais genre la voiture, il y a vraiment des flammes énormes, il y a des trucs cramés, et lui, comme s'il voulait toujours essayer quoi, ça va passer, ça va marcher. Et les trucs, c'était assez marrant comme truc, genre le gars, il est dans la voiture, il y a des flammes énormes, et puis ils lui disent Carlos, it's game over. Sorry. Okay. Non, on va dire, rentrez-moi au pit stop, changez-moi les pneus, c'est bon, ça va pas. Recollez-moi un peu de carbone. Ça montre quand même l'engagement du mec. Après, il voit probablement pas tout. Nous, on a les images de la réalisation qui nous montrent le détail, mais bon, c'était marrant sur l'engagement du gars, quoi. Ok. Donc oui, sinon, c'est clairement un petit passage à vide, mais je pense que ça va rebondir. Et peut-être qu'avec des conditions un petit peu plus normales et européennes, peut-être que Williams performera un peu plus à Silverstone, parce que c'est vrai que c'est un circuit rapide. Et en même temps, si les conditions sont un peu moins dures pour la mécanique, ils retrouveront le chemin des points, quoi. D'accord. On a parlé de pas mal d'écuries. Est-ce que vous avez, je pense que ce qu'on peut faire, c'est juste ajouter ce que vous avez envie de dire sur ce Grand Prix, en plus de tout ce qu'on a dit déjà. Je vais laisser la parole à Takuma. La seule chose, je veux juste dire que Kimi Antonelli a pris 3 places pour le Grand Prix de Silverstone suite à son accrochage avec Verstappen, et que y en a un qui peut remercier sa bonne étoile et qui fait une très belle course, et je suis très content pour lui, c'est Liam Lawson, qui fait une belle 6e place en qualif, qui confirme en course. Et il peut remercier sa bonne étoile, parce que si jamais vous n'avez pas vu les images de l'accident du premier tour d'Antonelli à Verstappen, mon Liam Lawson, il passe à quelques centimètres de se prendre un Antonelli lancé dans l'aileron arrière, et Antonelli, je pense qu'on le retrouve satellisé jusqu'à Salzbourg avec la vitesse qu'il avait. Donc il s'en sort très très bien, Liam Lawson, sur ce coup. Et du coup, je veux saluer Lawson, qu'on a balancé avec Arb tel un vieux chiffon, parce qu'il avait du mal avec cette deuxième Red Bull qui, ça alors, il s'avère être une vraie purge. Qui aurait pu prédire? Donc je suis content pour lui, et j'espère que ça va continuer, et j'espère que Hadjar va réussir à rebasculer du bon côté du top 10, parce qu'il est pas loin, il lui manque un peu de chance, il lui manque, il est là ça tourne pas en sa faveur, mais du coup, comme on voit les performances de Lawson, on sait qu'il y a de la performance dans cette Racing Bulls, donc on peut croire en un Hadjar reprendre des points sur le reste de la saison, et du coup ça peut offrir une belle lutte pour la 6e place, voire la 5e. Si Wecarb enchaîne des courses à 2 pilotes dans les points, ça peut faire une belle lutte pour cette 5e place. Mais est-ce que Hadjar il est pas un peu plombé par des erreurs stratégiques sur les derniers Grands Prix que son équipe? Crois-tu? Je dis ça, j'ose poser la question. Pavé dans la mare, là. Pavé dans la mare, c'est pas un pavé, c'est une enclume, quoi, dans la mare. C'est compliqué. Après, il a loupé sa qualif, il s'en voulait, parce qu'il comprenait pas pourquoi il réussissait pas à trouver du rythme en Q2. Il était désabusé par ce qui s'est passé, il comprenait pas. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il avait largement le niveau d'être en Q3, et Hadjar en Q3 avec Lawson, ça peut faire une course intéressante, les deux peuvent s'aider, et tu peux avoir un P6, P7 par exemple, j'en sais rien. Okay. Donc j'espère qu'à Silverstone il va réussir à tout bien emboîter pour faire de gros points, parce que le talent il l'a, et voilà, il a juste à
à reprendre un peu de confiance et à enchaîner les bonnes sessions pour que tout se passe bien. Ok. Lens, qu'as-tu à ajouter sur ce week-end australien? C'est vrai que c'était un peu la même chose et peut-être que on avait loué le début de saison de Kimi Antonelli qui nous surprenait positivement où j'étais très dubitatif sur son apparition en Formule 1 aussitôt et il m'avait fait fermer ma bouche, mais là c'est quand même compliqué depuis quelques grands prix parce que là tu vois quand même alors il y a des grands pilotes avant lui qui ont fait qui ont raté leur freinage comme ça, mais là comme le disait Takuma, il y a qu'une voiture qui sort, mais si c'est un petit peu plus groupé, tu parlais de Lawson qui est pas passé loin, mais même Lewis Hamilton n'est pas passé loin. En fait, il peut faire mais un carnage à ce Après, premier. sur C'est une vraiment action, une erreur sur une action. Bon, après, il a quand même c'est fait non, mais podium sur le Grand Prix précédent, premier podium de la là carrière. là j'ai quand même aussi l'impression que c'est Kimi Antonelli parce que dans cette manœuvre, c'est un Nicolas Latifi qui l'a fait. Il se fait déboîter. Parce que le Latifi, il en a fait des comme ça. Hein, donc, il a encore le totem d'immunité, mais ça fait quand même quelques grands prix où ça rate. Il y avait celui où, du côté justement de l'Italie, où il a fait venir sa classe. Déjà, ce Grand Prix-là, ça lui a un peu vrillé la tête. Tu voyais qu'il n'était pas concentré sur la course. Ça fait quand même quelques grands prix où il est pas dedans. Mais t'aimes pas les Italiens, Lens, tu peux nous le dire. Depuis Materadi, c'est plus possible. Depuis les Materadi, t'as plus mangé de pizza, d'ailleurs. Donc, il prend le rookie wall. Il prend le rookie wall. Il est en train de se reprendre le coup le contre-coup de la surmédiatisation. Pardon. Ouais, excusez-moi, c'est le barbecue basket qui va encore une fois me. Excusez-moi. Mais oui, non, c'est. Chez Shamsharania, t'as déboussolé. Ouais, encore une signature qui me fait bien plaisir du côté de Denver. Mais oui, je pense que pour revenir à Kim Antonelli, je pense qu'il est arrivé par surprise parce que personne l'attendait là et du coup il a surperformé et là il se reprend le contre-coup, donc je pense qu'il faut juste qu'il s'adapte maintenant au fait que on regarde plus Antonelli comme la petite surprise, mais qu'on le met directement dans la catégorie des pilotes où on attend quelque chose limite. Et c'est un autre statut, c'est autre chose à gérer, une autre pression. Et comme ça reste un gamin, il faut qu'il prenne le temps d'apprendre, de savoir gérer ça. Il a fait une erreur. Le nombre de pilotes qui ont loupé un freinage et qui ont tamponné devant, on en a vu sur les années et les années et les années. Oui, c'est malheureux. Ça a fait que ça ruine et sa course et celle de Verstappen. C'est pas souhaitable. Mais écoute, il a fait une erreur. Il a 18 piges, il apprend et je suis sûr qu'il fera plus attention sur la suite. Et surtout l'année prochaine, quand Verstappen sera avec lui du côté des flèches d'argent. Peut-être aussi pour ça qu'il a été sympa avec lui en sortant de la bagnole. Il n'a pas voulu friter son prochain coéquipier. C'est ça. On n'a pas la petite truc complot, rubrique complot. Ça fait longtemps qu'on avait eu la rubrique complot. Il faudrait qu'on fasse une rubrique où chacun est obligé d'arriver avec un bon complot à chaque émission. Ça serait pas mal. Et puis on pourrait même dépasser le cadre de la F1 parce qu'il y a quand même des complots. Il y a des gens qui tirent les ficelles en coulisses. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un truc de ouf. Bon, pour moi, on a dit ce qu'on avait à dire sur ce Grand Prix. Prochain Grand Prix, c'est Silverstone. Et c'est cool, Silverstone. C'est dès ce week-end. Il faut rappeler quand même que, on l'a déjà dit, mais victoire l'année dernière, c'était, attendez, que je me rappelle bien, c'était l'ami Lewis Hamilton qui l'avait emporté à Silverstone, suivi de Max Verstappen et de Lando Norris. Il y avait quand même 2 Anglais sur la petite boîte. Et cette année, qu'est-ce qu'on va voir à Silverstone? J'ose poser la question encore une fois à mes collègues. Lance, qu'est-ce que tu vois toi cette année à Silverstone? Est-ce qu'un pilote anglais va l'emporter? Est-ce que Lando Norris va faire le doublé?
et porté par le fait de piloter à domicile. Non, moi je pense que Piastri va reprendre la main. Ah oui. Ouais, je pense qu'il va reprendre la main. Et alors je pense que Lando sera pas forcément très très loin, mais par contre j'émets des gros doutes maintenant dans mes futurs pronos à mettre Max Verstappen dans les 3 premières places, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que là, en plus, on n'en a pas parlé, et c'est vrai qu'il y a un vieux record qui était tombé. Red Bull était sur 77 courses d'affilée dans les points. Et là, bah, finalement, la série s'est arrêtée parce que bon, le plus souvent, c'était quand même grâce à Max. Bon, il y a à peu près 2-3 ans, t'avais quand même Pérez qui réussissait à faire quelques petites choses. Pérez avait réussi, maintenait. il avait quand même réussi à être deuxième au classement pilote, il me semble, au moins une saison. Voilà, donc voilà, ça permettait de faire continuer la chose. Donc 77 Grands Prix, c'est quand même pas rien. Sachant que dans les pilotes, le plus souvent dans les points, bah, sur les 4 plus longues séries, bon bah tu retrouves 2 fois Hamilton et 2 fois Max Verstappen, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et non, mais voilà, ça. Est-ce que Lewis peut faire quelque chose avec des Ferrari qui reviennent? Je ne sais pas. Peut-être, mais je pense que sur cette Ferrari, Charles garde quand même un avantage. Donc si tu as une Ferrari qui doit marquer des points, je mettrais quand même plutôt Charles devant. Du côté de la Grande-Bretagne, faut jamais enterrer un Russell. Donc derrière les 2 papayes, je pense que tu auras une belle bagarre pour la P3 quand même. Ok. Moi, je suis là pour mettre du risque, d'accord? Moi, je suis là pour tenter un truc. C'est pour ça que j'annonce victoire de Verstappen devant Lewis Hamilton et Lando Norris 3e. Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors, t'as dit Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris. Okay. Parce que je pars du principe qu'il fera en effet un temps pourri et que ça va tout modifier, tout changer et que les 2 meilleurs pilotes sous la pluie pour moi sur la grille sont Max Verstappen et Lewis Hamilton, et qu'à mon avis les deux, si jamais ça commence à pleuvoir et qu'il faut être sur des œufs et qu'il faut être précis, ils vont se faire un malin plaisir de faire des écarts et de créer leur succès, leur 2e place à leur podium. Donc c'est pour ça. Et après en 3e, je pense quand même que Norris, vu que la McLaren reste au-dessus, je pense qu'il aura quand même de quoi faire de belles choses. Mais on l'a déjà vu être fragile sous la pluie, plutôt que frileux. Norris, on l'a déjà vu être fragile. Là, il aura une pression monumentale sur les épaules, parce il a réussi à se relever. Il est sur le Grand Prix à domicile. C'est à double tranchant, hein. Il y a la bonne pression, et puis il y a la pression qui peut un peu paralyser et faire ressurgir ses mauvais travers ou ses pole positions où il finit jamais en tête au premier virage, quoi. Moi, je vais annoncer une victoire de Piastri, suivi de Max Verstappen, suivi de Lando Norris. Voilà. Moi, je suis pas là, j'ai arrêté le risque. Je vieillis, je m'embourgeoise, comme diraient certains, mais je reste calme sur sur Stone. Après, voilà, il y a la raison, puis il y a la passion. C'est vrai que ça serait marrant, effectivement, d'avoir du Hamilton qui arrive à faire quelque chose, etc. Ou même effectivement Verstappen, Hamilton aux avant-postes, ça serait marrant, mais je pense quand même que McLaren ils vont continuer, ça va continuer, même avec un peu de pluie. Et c'est vrai qu'on a déjà vu Norris faire un peu n'importe quoi sous la pluie, ou en tout cas être un petit peu trop obstiné, ce qui lui a coûté des victoires d'ailleurs. Mais on verra bien. On verra bien ce que Madame Irma Météo nous réserve pour ce week-end. On a fini. Moi, j'avais dit Piastri Norris, mais j'avais pas dit mon P3. Ouais, mais je sais, j'ai deviné. Mais Russell. Moi, j'avais pas deviné. J'avais Russell. Ok. Donc ouais. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que Piastri Norris à Silverstone, ça sera peut-être le tournant du championnat, le tournant de la saison, parce que Norris n'arrive pas à gagner sur son coéquipier dans le Grand Prix de la maison.
Ça va laisser des traces. Est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose que l'Autriche ou Silverstone pour conclure cette émission? Takuma, tu vas nous parler de l'Olympique Lyonnais ou pas? Non, ça ira, merci. Non, je voulais tout simplement saluer encore une fois le très beau rallye du chat noir Adrien Fourmeau qui ne peut pas faire un rallye sans qu'il lui arrive une merde. Alors, ça peut être lui qui la provoque, ça peut être sa voiture qui casse. Là, il fait quand même podium, il fait 3e, donc c'est quand même une belle performance pour lui, mais waouh! Le jour où il réussira à avoir un rallye sans qu'il lui arrive quelque chose, il le gagnera, hein, mais oh là là, il a une non-chance, ce bon vieux Adrien, que voilà, j'espère que ça va tourner pour lui. Et en parlant de non-chance, j'envoie tout mon soutien à Fabio Quartararo qui conduit une poubelle, le pauvre. Il se démerde pour faire des qualifs de bâtard, il fait des pôles. Dès qu'il s'agit d'être en course, ça devient un tracteur Massey Ferguson. Oh là 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 là, j'ai de la peine pour lui. Oh, quel enfer, sa Yamaha. Mais bon, écoutez, j'espère que ça ira mieux pour lui dans les prochaines saisons. Mais le Grand Prix où il était en tête et que la machine est lâche, quoi. Ah, quel enfer, ça. Ok. Lance, c'est bon? On a fait le tour? Oui, moi ça va, je suis toujours champion d'Europe, donc ça va. Et bravo à Sami Megetounif pour ce très beau Destruction Derby aussi, c'était très joli, bravo. Ok, bon bah les gars, merci beaucoup pour cette émission, c'était une belle émission et on va se retrouver dès la semaine prochaine après Silverstone pour parler de tout ça. C'était un plaisir ce moment partagé, et ben je vous souhaite le meilleur pour la suite. Salut les gars, ciao ciao. Ciao. Ciao.